Bonjour et bienvenue à la capsule sur le début du travail. Au cours de cette capsule, les thèmes suivants seront abordés. Comprendre le début du travail, reconnaître le début du travail, comprendre et apprivoiser la douleur. Tout d'abord, révisons quelques notions d'anatomie de la future mère. L'utérus est un organe musculaire qui grossit au fur et à mesure que la grossesse progresse. C'est l'endroit où votre bébé se développe. Le col de l'utérus est la partie inférieure de l'utérus qui le relie au vagin. La vessie est un organe qui contient l'urine produite par les reins. Le vagin est un long canal d'environ 8 cm qui relie l'utérus à la vulve. Le vagin est souple et élastique, ce qui lui permet de s'étirer lors de l'accouchement. Les contractions de l'utérus permettent au col de s'amincir, qui est l'effacement, et de s'ouvrir, ce qui est la dilatation, jusqu'à ce que l'ouverture ait atteint 10 cm. La dilatation se calcule en centimètres et l'effacement en pourcentage. Ce calcul se fait par toucher vaginal. Il est pratiqué par le médecin lors des visites médicales à partir de la 36e semaine et par le médecin et les infirmières lors du travail afin d'évaluer sa progression. Sur le premier exemple, le col de l'utérus n'a aucune dilatation et aucun effacement. Sur le deuxième exemple, le col de l'utérus est dilaté de 1 cm et effacé de 75 %. Et sur le dernier exemple, la dilatation est complète, soit 10 cm, et l'effacement complet. Bébé est maintenant prêt à sortir. Les stations servent à qualifier la descente de bébé dans votre bassin. En général, une tête fixée qui ne remonte plus dans l'utérus correspond à la station 0. Pour environ une femme sur 10, c'est la perte des os, la rupture des membranes amniotiques qui signale le début du travail. Il se peut que vous ne perdiez que quelques gouttes, mais aussi qu'il s'écoule assez de liquide pour mouiller votre lit ou vos vêtements. Généralement, le liquide qui s'écoule est clair comme de l'eau, quoiqu'il soit parfois un peu teinté de sang. En fin de grossesse, il est parfois difficile de différencier le liquide amniotique des sécrétions vaginales qui augmenteront à cette même période. En cas de doute, allez consulter en maternité. Un simple test permettra d'écarter les doutes. Quoi faire si jamais vous perdez votre liquide amniotique de façon spontanée? Premièrement, notez l'heure, la quantité et la couleur du liquide. Ces informations seront utiles pour le personnel soignant. Vous pouvez également appeler à la maternité afin de les aviser de votre arrivée. Étendez-vous environ 20 minutes. Cela aidera entre autres à diminuer les risques de procidence du cordon. La procidence du cordon, c'est lorsque le cordon se place entre la tête du bébé et le col de l'utérus. Faites votre toilette, mais évitez le bain. Car maintenant que les membranes sont rompues, votre bébé pourrait être exposé aux bactéries et aux autres agents qui se trouvent dans l'eau du bain. Il est préférable de privilégier la douche ou de faire sa toilette avec une débarbouillette. Rendez-vous à l'hôpital calmement en respectant les règles de la sécurité routière. Tant que les membranes ne sont pas rompues, il est préférable de retarder le départ vers la maternité le plus longtemps possible. Cela permet entre autres de réduire la possibilité d'intervention et d'augmenter le confort des futurs parents. La phase de latence peut être longue. Nous la décrirons davantage dans la capsule sur le travail et l'accouchement. En demeurant à la maison, vous conserverez votre tranquillité d'esprit en vous concentrant sur des activités agréables. Continuez à dormir, manger et à vous reposer afin d'avoir l'énergie qui vous sera demandée plus tard. Pour savoir le moment où il faut se rendre en maternité, on utilise la règle du 5-1-1. Lorsque les contractions deviennent plus douloureuses, qu'elles reviennent toutes les 5 minutes, qu'elles durent 1 minute, et ce depuis au moins 1 heure, il est le temps de quitter pour l'hôpital calmement en respectant les règles de la sécurité routière. À l'arrivée à la maternité, une évaluation du travail sera faite et un retour à la maison pourrait être suggéré aux femmes qui ne sont pas encore dilatées à 4 cm. L'hormone nommée ocytocine joue un rôle dans le déclenchement du travail, dans la force et la fréquence des contractions utérines.
L'objectif des contractions est de pousser bébé vers le bas pour effacer et dilater le col de l'utérus. Lors des contractions, votre ventre se serre et devient dur. Les premières contractions ressemblent parfois à des crampes menstruelles. La douleur dure au moins 20 secondes. Plusieurs femmes ressentent la douleur des contractions dans le bas du ventre. Pour d'autres, la douleur se situe dans le bas du dos et s'étend vers l'avant. Certaines femmes vont ressentir des contractions avant le début du travail actif. Ces contractions peuvent être douloureuses et régulières pendant un certain temps, faisant croire à la femme que le travail est amorcé. Toutefois, l'effacement et la dilatation du col, deux caractéristiques du travail actif, sont absents lorsqu'il s'agit du travail préparatoire. Reposez-vous, prenez un bain. Si les contractions cessent, c'est signe qu'il s'agissait de faux travail. Lorsque le travail est efficace, les contractions vont généralement s'intensifier, s'allonger et l'intervalle entre les contractions va diminuer. Lorsqu'on parle de contractions aux 10 minutes ou aux 5 minutes, on parle de l'intervalle entre les contractions. On mesure l'intervalle entre les contractions du début de la contraction jusqu'au début de la prochaine contraction. Par exemple, si votre contraction débute à 9 heures et la prochaine à 9h10, on pourra dire que vous êtes aux 10 minutes. La douleur de l'accouchement est unique et elle a un sens. Elle fait partie intégrante de l'accouchement. Elle signale que le processus du travail est en cours. Instinctivement, la sensation de douleur envoie un message à la future mère afin qu'elle se prépare à donner naissance. La douleur de l'accouchement est différente de la souffrance ou de la douleur due à un traumatisme. Lors de l'accouchement, la douleur peut coexister avec la satisfaction, le plaisir et l'empowerment. Vous avez en vous tout ce qu'il vous faut pour surmonter la douleur. L'intervalle entre les contractions peut vous permettre de récupérer. La douleur est principalement provoquée par les contractions utérines qui progressivement ouvrent le col. C'est une douleur qui signifie que le muscle utérin fait un effort, qu'il travaille. Parfois, on peut ressentir une douleur plus aiguë sous forme de crampes ou de coliques qui provient de la dilatation du col. Ou encore, la douleur peut parfois être plus généralisée, se faire sentir dans le dos ou les jambes. Cela est normal, car votre utérus est maintenant tellement imposant que la moindre stimulation peut avoir des effets sur tout le corps. De plus, parfois la pression de la tête du bébé au niveau du bassin peut augmenter cette sensation. Plus tard, lors de la poussée, vous pourrez ressentir une sensation de brûlure ou de piqûre. Cela est dû à la stimulation des nerfs honteux situés au niveau vaginal, lorsque l'extension du périnée est totale. Cette sensation ne signifie pas qu'une déchirure se produit. La douleur stimule les endorphines. Ces dernières jouent un rôle important dans la cascade hormonale pour faciliter l'accouchement naturel. La douleur et l'interaction complexe des hormones favorisent l'établissement des comportements nécessaires pour prendre soin de votre bébé et l'allaiter. Comprendre la douleur vous aidera à mieux composer avec elle. C'est une alliée pour faire avancer le travail, pour faire naître votre bébé. Il existe une relation intrinsèque entre la douleur et la peur. En effet, plus la femme a le sentiment d'être en confiance, moins elle ressentira de stress et cela entraînera une série de réactions qui faciliteront son accouchement. L'endorphine est sécrétée comme une réponse à la douleur. Des taux d'endorphine élevés aident les femmes à composer avec la douleur. Inversement, s'elle se sent paniquée ou sans contrôle, elle ressentira du stress. Une toute autre série de réactions se mettra en branle. L'adrénaline inhibe la sécrétion d'ocytocine et entrave les effets des endorphines. Le sentiment de contrôle est lié à une expérience positive de l'accouchement. Tel que mentionné dans la capsule sur la préparation à l'accouchement, être bien préparé vous aidera à rester positive et en contrôle. De plus, le fait d'être traité avec respect, de participer aux prises de décision, d'être soutenu et d'avoir une liberté de mouvement contribue grandement au sentiment de confiance. D'un autre côté, donner naissance demande à la femme de se laisser aller, de s'abandonner, de retrouver son instinct et de laisser son corps travailler. L'ocytocine joue un rôle dans le déclenchement du travail, mais aussi dans sa progression. L'élévation progressive du taux d'ocytocine allonge la durée des contractions et réduit l'intervalle entre chacune.
Elle est aussi appelée l'hormone de l'amour car en plus de son action sur l'allaitement et les contractions utérines, elle joue un rôle primordial dans l'établissement de liens protecteurs entre la mère et son bébé. Elle régule en effet tout un système dédié aux liens d'attachement. Elle diminue l'anxiété, donne un sentiment de sécurité et favorise la confiance. L'ocytocine et les endorphines travaillent en équipe afin de faciliter l'accouchement. Certains facteurs peuvent créer une interférence et perturber ce processus physiologique. Plusieurs facteurs peuvent nuire à sa libération. À l'inverse, certains facteurs peuvent être favorisants pour sa libération. Pour toute question en lien avec le contenu des capsules prénatales, vous pouvez contacter les infirmières de périnatalité de votre région.